Chers amis, bonjour. Donc, dernier épisode de ce NIF 2025. 2000 années et 25. 2025 années après Jésus-Christ. Ça a été décidé comme ça. Sauf en Corée du Nord où on est en 130 et quelques, je crois. Ou 100 et quelques. Puisque dans Corée du Nord, l'année 0 est considérée et comptée à partir de l'année de naissance du premier grand leader. Aujourd'hui, on est au 3e. Donc il y a le grand-père, le père et le fils, mais pas le Saint-Esprit. Donc épisode 10 de ce 13 juillet 2025, dernier épisode du NIF. Je vous parle des films de la veille, le samedi 12 juillet 2025. Et il y avait un film qui s'appelait You Are the Universe de Pavlo Ostrikov, un réalisateur ukrainien, et qui nous raconte l'histoire d'un cosmonaute qui s'appelle Andriy, un cosmonaute ukrainien, en route vers une lune de Jupiter. Là, pour une mission, la Terre explose et il se pense seul dans l'univers, à errer sans fin dans l'espace avec son robot. Et donc il a un robot à l'intérieur de son vaisseau qui est là pour la logistique et qui lui sert aussi à dialoguer. Un peu comme aussi dans 2001, l'Odyssée de l'espace, même si j'ai beaucoup de mal avec Stanley Kubrick, sauf pour Shining et Eyes Wide Shut. Donc notre cosmonaute Andriy pense être le dernier être humain dans l'univers, vu que la Terre a explosé. Et un jour, il reçoit un message d'une certaine Catherine, une Française, qui se trouve être la dernière survivante sur une station spatiale autour de Saturne. Cette station spatiale, elle est la dernière survivante et elle va, au bout de quelques mois, heurter les anneaux. Et donc la station spatiale sera désintégrée et elle avec. Et Andriy, du coup, retrouve un peu de l'intérêt, un intérêt supplémentaire à la vie, puisqu'il va commencer à dialoguer avec cette Catherine. Et il va, à force de dialogue avec elle, ils vont se connaître par l'entremise de messages. Et à force de dialoguer avec elle, il va avoir des sentiments naissants. Il va commencer à tomber amoureux. Amoureux d'elle, aux grandes dames de son robot qui, lui, ne voit pas ça d'un bon œil. Et donc Andriy va du coup tout mettre en œuvre au péril de sa vie pour essayer de la rejoindre. Et son robot va lui faire un sale coup à un moment donné. Il va faire un faux message en simulant la voix de Catherine qui dit qu'en fait elle est un robot et qu'elle est désolée et qu'elle voulait juste avoir de la compagnie. Mais Andriy flaire la machination assez rapidement, donc il va désactiver son robot. Et par ailleurs, ce cher Andriy, il est sculpteur, donc il demande à Catherine de se décrire. Et il va sculpter un visage. Et il va sculpter aussi des oiseaux en terre cuite. Et donc, ce cher Andriy est multitalent, il est cosmonaute, il est sculpteur. Il y a toute une séquence assez longue du film où il y a donc cette découverte entre les deux, cet échange. Elle ne se dit pas amoureuse, mais elle espère le voir. Elle espère qu'il va venir et
qui vont pouvoir au moins se rencontrer, voire peut-être la sauver. Et Catherine est une vraie femme, mais ce n'est pas un robot. Donc, dans ce film, il y a des péripéties, des obstacles. Mais malgré tout, Andrei va se rapprocher. Il va se rapprocher de Catherine, mais son oxygène est fortement compté. Et d'ailleurs, vers la fin du film, il sort de la station, de son vaisseau, pour aller vers la station spatiale de Catherine, mais il sait que son oxygène sera... Il sait qu'il va mourir. Son oxygène est trop... Il ne reste plus grand-chose. Et Catherine, elle va sortir de la station aussi pour le rencontrer. Et nous avons une très belle scène finale, très émouvante, où Andrei arrive vers Catherine, mais il est mort. Et il a une boîte où c'est marqué « Open Me », donc elle ouvre. Et il y a ces petits oiseaux sculptés qui s'envolent comme ça, qui commencent à flotter dans l'espace. Et comme elle se sait condamnée, elle aussi, dans peu de temps, vu que sa station va se désintégrer sur les anneaux de Saturne, eh bien, suite à cette très belle déclaration d'amour de Andrei, elle va décider de se détacher. Donc elle ne pourra plus revenir dans sa station et elle va errer comme ça avec lui jusqu'à la mort, puisque son oxygène aussi est compté. Donc nous avons là un film très romantique, très beau, une très belle fin, très audacieuse, c'est très beau, on ne peut pas dire le contraire. On frôle le chef-d'œuvre, seulement frôlé, car l'exercice de la romance maintient le film dans un cadre un peu contraignant. Mais la fin est tellement puissante que le film mérite un beau 5 sur 6. De même que les images spatiales et les effets spéciaux sont d'une grande sophistication, d'une grande maîtrise. Donc le réalisateur, notre ami Pavlo Ostrikov, maîtrise son sujet quand même. Donc un très beau film, You Are the Universe, 5 sur 6. Ensuite nous avions un film qui s'appelle Hollow Road de Babak Anvari, un réalisateur iranien. Un exercice de style très ennuyeux, qui se déroule dans une très large mesure à l'intérieur d'une voiture avec un couple qui va chercher sa fille qui a appelé en disant qu'elle était en détresse dans une forêt, une vaste forêt. Donc le film va montrer pendant quasiment toute la longueur du film les dialogues entre le père et la mère. Le père conduit la voiture, nous sommes en Australie, donc ça conduit à gauche avec un volant à droite. Et chez nous, c'est l'inverse. Comme au Japon, ils conduisent à gauche, donc leur volant est à droite. Australie, pareil. Donc, nous avons là... deux parents à tour de rôle vont se disputer, ils vont être dans des phases d'hystérie avec leur fille qui raconte ce qui lui arrive, comme quoi elle est dans un fossé et puis qu'elle a écrasé une jeune fille qui passait par là. Et, donc la mère qui est médecin, elle va lui donner des conseils pour essayer de réanimer la jeune fille, mais ça ne marche pas. Puis ensuite, il y a une mystérieuse femme qui arrive là, qui fait des allusions un peu scabreuses, en lien avec des mythes païens dans la forêt. Enfin, le film demeure extrêmement ennuyeux parce qu'il ne se passe rien. C'est que du dialogue dans cette voiture entre le père, la mère et la fille, à tour de rôle.
Ensuite, la fin finit en queue de poisson parce que on ne sait pas trop quel est le corps. Alors on voit vaguement un corps dans la forêt. Les flics, les polices arrivent parce que la mère, elle appelle les flics. Mais enfin, c'est vraiment très mauvais, 1 sur 6. Ensuite, nous avions une rétrospective que j'attendais depuis le début du festival. Je me réjouissais à juste titre de revoir ce film qui s'appelle Coma de Michael Crichton en 1978, une rétrospective américaine évidemment. En français, ça s'appelle Mort suspecte. Et nous avions dans ce film le très charismatique Michael Douglas qui interprète le rôle de Dr Mark Bellow et la très belle Geneviève Bujold, une actrice canadienne qui interprète le docteur Susan Wheeler. Et figurez-vous que Geneviève Bujold a aujourd'hui 83 ans, en 2025, elle a 83 ans, c'est assez incroyable. Et Michael Douglas est toujours vivant, il a 80 ans, donc il est un peu plus jeune. Et donc le docteur Wheeler, Geneviève Bujold, va se situer, va nous dénouer une belle machination bien diabolique. Nous sommes typiquement dans cette ère des années 70, cette ère unique et sublime avec un nombre invraisemblable de chefs-d'œuvre dans les années 70, à la fois cinématographique et musical, puisque vous savez que j'adore la musique de film. Et là, nous avons une magnifique musique de Jerry Goldsmith qui enchaînait les chefs-d'œuvre avec The Omen, Logan's Run, j'en passe et j'en passe. Et il a fait la musique de Coma, Mort suspecte. Donc, cette période absolument idyllique du cinéma américain des années 70, avec un nombre incalculable de chefs-d'œuvre, et Coma se situe tout à fait dans cette ère-là, avec des histoires, des sombres machinations, des intrigues vraiment passionnantes. Et c'est tout à fait ce qui arrive donc à notre jeune Susan Wheeler, docteur, fraîchement arrivée dans un immense hôpital new-yorkais. Et elle va avoir sa meilleure amie qui, suite à une opération bénigne, va tomber dans le coma et elle va même décéder. Donc là, elle se dit que c'est un peu fort de café pour son amie qui était en parfaite santé, qui est interprétée d'ailleurs par l'excellente, autant que charismatique Lois Chiles, qu'on retrouve dans un de mes films préférés, entre parenthèses, Mort sur le Nil en 1978, tiré d'Agatha Christie, un film de John Guillermin avec une sublime musique de Nino Rota. Voilà. Donc, Lois Child interprète la meilleure amie du docteur Susan Wheeler. Et quand sa meilleure amie décède alors que l'opération est totalement bénigne et qu'il n'y avait aucun risque, où le risque était extrêmement faible parce qu'il y a toujours cette phase délicate de l'anesthésie et ensuite on réveille le patient. Dès ces années 70, la technique était quand même très très au point. Donc elle se dit que c'est extrêmement louche et elle a raison. Donc elle va évidemment tout de suite très vite connaître des obstacles. Très vite on va la remettre en place en lui disant mais cherche pas, sois bien sage, suis ton cursus de doctoresse tranquille. Son fiancé, qui est donc interprété par Michael Douglas, le docteur Mark Bellow, est partagé entre soutien, croyance, et il se dit qu'elle est trop suspicieuse et que, ma foi, des accidents d'anesthésie peuvent malheureusement arriver. Mais quand elle regarde, elle arrive à avoir les statistiques de ces morts suspectes, justement, le titre du film en français, eh ben, il y en a un trop grand nombre. Donc, de fil en aiguille, elle va découvrir une sombre machination avec un institut qui est à quelques kilomètres de là, qui va prendre ces morts qui sont provoquées par du monoxyde de carbone
Donc ces patients sont mis dans le coma et ensuite ils sont morts. Et ensuite, dans un institut qui s'appelle Jefferson Institute, où là aussi notre chère Suzanne Wheeler va enquêter, elle va découvrir que cet institut prend les organes de ces gens dont on provoque la mort. Et il y a Tom Selleck aussi, l'acteur de Magnum, qui passe à la casserole, entre parenthèses. C'est assez marrant de le voir dans ce film. Pour revendre les organes, évidemment. Donc le foie, le rein, tous les organes exploitables. Donc déjà un film très pionnier, puisque dès 78, on avait conscience que ça pouvait être un marché crapuleux extrêmement scabreux. Et malheureusement, puisqu'on parlait d'Ukraine juste avant, avec le réalisateur là, mais qui lui n'y est pour rien, certainement. Mais bon, tous les observateurs raisonnables savent que l'Ukraine est une des plaques tournantes de ce genre de trafic, et d'autres trafics bien encore plus, tout aussi abominables. Je vous laisse creuser le sujet, hein. Même des revues sérieuses comme Le Nouvel Économiste en ont parlé, ou bien Le Monde diplomatique, alors que bon, la presse française a beaucoup sombré dans le déni de tout. Voilà, je vous le dis comme je le pense, hein. C'est regrettable. Là en Suisse c'est pareil, hein. Donc France-Suisse, Suisse-France, même combat, hein. Bref, donc une sombre machination, un excellent film. On a sur le fond comme sur la forme, avec dans cet institut les cobayes humains, enfin les banques humaines d'organes sont suspendus avec des fils dans un environnement un peu bleu-violet. Et c'est très avant-gardiste et c'est vraiment très très bien fichu. Ensuite, son fiancé, il va se rendre compte que cette sombre machination est ourdie par ses supérieurs. Donc les complots et les machinations, ça existe pour de vrai. C'est pas simplement des anathèmes qu'on jette à la figure de gens qui posent des questions gênantes ou qui cherchent à creuser des sujets gênants. Là, je referme aussi cette parenthèse. Donc on a là un excellent film de 1978 avec une sublime musique de Jerry Goldsmith, un excellent film, une rétrospective, 5 sur 6. C'était vraiment un plaisir de revoir ce film que j'avais entrevu quand j'étais gamin, à l'époque où il y avait le carré blanc, donc on n'était pas trop autorisé à voir ce film. C'est vrai que c'est un film très audacieux quand on y pense pour l'époque. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, ce genre de thématique de trafic d'organes humains est devenu plus banal. Mais à l'époque, c'était quand même une idée extrêmement innovante de Michael Crichton, le réalisateur, et avant-gardiste. Ensuite, nous avions un dernier film, mon dernier film du NIF, un film japonais qui s'appelle Dollhouse, de Shinobu Yoguchi. Et cela nous raconte l'histoire d'un couple qui perd sa fille de 4 ans lorsqu'elle joue à cache-cache avec ses petites copines dans la maison parce qu'elle se dissimule dans le tambour d'une machine à laver. Donc attention chers parents qui avez des enfants en bas âge. Chaque année, il y a des accidents mortels très stupides. Donc le tambour, elle referme le tambour, elle n'a plus d'air et elle meurt asphyxiée. Donc si vous avez des enfants comme ça, en bas âge, il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Parce que, voilà. Donc la mère, elle va trouver sa fille morte dans la machine à laver. Donc gros drame, bien évidemment. Elle va essayer de surmonter sa peine en tombant par hasard dans un marché aux puces sur une poupée, d'où le titre Dollhouse. Et elle va utiliser cette poupée avec des longs cheveux, enfin ça ressemble à une petite fille japonaise, donc à sa petite fille qu'elle a perdue, comme un objet transitionnel sur lequel elle va porter toute son affection et
son mari qui bosse dans un hôpital. Il y a une psy qui lui dit « mais ne vous en faites pas, et laissez faire surtout, n'intervenez pas trop, faites comme si c'était normal ». Parce qu'elle dit qu'il y a des thérapies qui sont effectuées avec des poupées pour soigner des patients qui ont divers problèmes. Donc moi je ne connaissais pas ce genre de méthode thérapeutique, mais enfin bon, pourquoi pas. C'est brièvement évoqué dans le film, enfin il y a quand même brièvement quelques exemples. Donc pourquoi pas. Alors ça semble fonctionner dans le film, et la mère finit par retomber enceinte d'une deuxième petite fille. Donc du coup la poupée est remisée au placard, jusqu'à ce que la petite fille la découvre quand elle a aussi 4-5 ans. Et évidemment, elle voudra jouer avec. Donc, s'ensuit une péripétie sur fond d'histoire tragique à l'origine de la création de la poupée et quelques bons effets horrifiques, puisque évidemment cette poupée va avoir la bougeotte et va avoir des instincts meurtriers. Donc, même si le film n'arrive pas à la cheville de la série de films Chucky, qui par exemple qui est vraiment exceptionnel en qualité, à part Le Fils de Chucky, c'est le seul film qui était un petit peu faible, mais sinon vous avez donc 7 films, un remake et 2 séries télé. 2 saisons d'une série télé, plus précisément. Donc Dollhouse n'arrive pas à la cheville des Chucky. Il y a des longueurs, le film dure 1h50, mais le réalisateur fait beaucoup d'efforts pour rendre son film intéressant. Y compris sur la forme, il y a une très belle île. Alors vous savez que le Japon est constitué de grandes îles et d'innombrables plus petites îles. Donc il y a une très belle île dans ce film, à un moment donné où le couple va enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la poupée, etc. Et il y a des moments de pure poésie aussi. Donc le réalisateur est très méritant. Et ce qui fait que ce Dollhouse mérite quand même un 4/6. Voilà pour le dernier film du NIF 2025. Ce qui nous amène tout naturellement au palmarès. Alors ce palmarès 2025, il y a 2 6/6. Vous le savez, j'en ai déjà parlé pour ceux qui suivent mes petites recensions. Donc je le redis, il y a Gibier du réalisateur français Abel Ferry, un chef-d'œuvre exceptionnel, 6/6, et Opus de Marc-Anthony Green, un réalisateur américain avec John Malkovich, également 6/6. Ce sont les 2 chefs-d'œuvre de cette édition du NIF 2025. Et puis nous avons quelques 5/6, donc des films excellents. Dangerous Animal de Sean Byrne, un réalisateur australien. The Home de Mattias Johansson Skoglund, un réalisateur suédois. Honey Bunk de Madeleine Sims Fever et Dusty Mancinelli, des réalisateurs canadiens. Unsane de Steven Soderbergh, une rétrospective américaine. You Are the Universe de Pavlo Ostrikov, un réalisateur ukrainien. Et Coma de Michael Crichton, une rétrospective américaine de 1978. Donc, une année plutôt faiblarde, très faiblarde, avec beaucoup de navets, beaucoup plus que 2024 où il y avait un léger sursaut. Mais enfin, par rapport aux grandes années du NIF que j'ai connues il y a une vingtaine d'années, on est quand même sur une pente bien descendante. Donc, avec les tendances dont je vous ai parlé, films sur la pleurniche victimaire et films de festivals dits sérieux. Donc voilà, jeunes programmateurs qui s'enthousiasment pour ce genre de niaiserie. Donc tous ces facteurs font que le NIF est menacé d'extinction, un jour ou l'autre. Donc voilà, cependant, pour cette édition 2025, nous avons donc 2 6 et 6 films qui ont récolté un 5, dont 2 rétrospectives.
Donc voilà, on a 8 films sur une cinquantaine, une quarantaine, j'ai vu, mais il y en avait plus qui étaient programmés, qui sortent vraiment du lot. Alors voilà, alors pour 2026, eh ben, ma foi, il y a la beauté de Neuchâtel, il y a les petites habitudes, il y a le lac. Alors sans doute j'y retournerai. Voilà, merci infiniment et à très bientôt.